Avant l'écoute de cet épisode, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te demandes si tu dois rester dans ta situation professionnelle actuelle ou initier du changement dans ta carrière ? Si oui, alors écoute bien ce qui va suivre. Il y a des moments dans la vie professionnelle où tout semble en place. Bon poste, bon salaire, bonne carrière, et pourtant toi, tu te sens fatigué, frustré, perdu et plus à ta place. Comme un sentiment diffus que ça devrait aller, mais qu'en fait, ça ne va pas. Moi, c'est Léa. Je suis coach en transition professionnelle depuis 5 ans et je propose un accompagnement sur 4 mois, une méthode claire et structurée que j'ai appelée la méthode des 5 C, qui permet de clarifier ta prochaine étape professionnelle, reprendre confiance et calmer tes peurs, et retrouver de l'élan et surtout passer à l'action. C'est un accompagnement lucide, sur mesure, bienveillant, progressif et pragmatique. Julia, une de mes clientes, vient de terminer son accompagnement avec moi. Et voici le témoignage qu'elle a laissé à l'issue de ces 4 mois. Avec Léa, Paris réussit. Grâce à nos échanges et à sa boîte à outils magique, j'ai retrouvé ce qui me faisait vibrer, redéfini mes priorités et reconnecté avec le cœur de mon expertise. Aujourd'hui, j'avance avec plus de clarté, de confiance et d'élan. Une transition professionnelle, ça prend du temps. Donc, si tu veux impulser du changement concret d'ici le début d'année 2026, c'est maintenant qu'il faut aborder le sujet sérieusement. Le lien pour découvrir mon accompagnement est dans la barre de description de cet épisode. Et si ce que je viens de dire résonne particulièrement en toi, suis cet élan. À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qui ne s'est jamais posé la question ? Pour aborder ce sujet autour de la quête de sens, j'ai convié Louise Ourcade à mon micro. Louise, je l'ai rencontrée dans mon ancien coworking. C'était mon dernier jour là-bas et elle son premier. On s'est rencontrés de justesse et heureusement car c'est une très très belle rencontre. Louise est autrice et plume en freelance et sa particularité, c'est qu'elle a l'art et la manière d'écrire sur les événements qu'elle traverse dans la vie, avec profondeur, humour et générosité. En rencontrant Louise, je me suis tout de suite plongée dans son travail. J'ai lu sa newsletter et je suis tombée sur l'édition où elle parlait de sa quête de sens professionnel. De la voie royale en école de commerce, à l'absurdité qu'elle ressentait dans le monde corporate, jusqu'à son lancement en tant qu'autrice indépendante. Ce fut une évidence, j'avais envie de parler de ce sujet avec elle à mon micro. Pendant cette heure de discussion, nous parlons de besoin de reconnaissance, de questionnement quant à une potentielle carrière artistique, de quitter la voie royale, de comment affirmer sa singularité, de l'impermanence des envies professionnelles et de freelancing. Avant de passer à la discussion, j'avais envie de vous partager cette discussion de Claire Marin, dans son essai Rupture, qui résume bien la manière dont on questionne la notion de réussite et de sens professionnel pendant notre échange avec Louise. Réussir se fait parfois au prix d'une trahison intime qui finit par donner l'impression de jouer une comédie insupportable. Je peux jouir de tous les attributs d'une réussite professionnelle et sociale et avoir le sentiment d'être passée à côté de ma vie. Vous l'aurez compris, Louise vous partage à mon micro son expérience pour se frayer un chemin professionnel épanouissant et à son image. Bonne écoute!
Salut Louise, Salut Léa, bienvenue sur le Tilt. merci beaucoup de m'avoir invitée. Louise, je suis ravie de te recevoir. On s'est rencontrés dans un espace de coworking parce qu'on est toutes les deux indépendantes. On va rediscuter bien sûr de ta vie professionnelle en détail pendant cette discussion. Ton format privilégié, c'est l'écriture. Mais aujourd'hui, on va papoter de tous ces sujets-là et on va surtout parler de quête de sens. Quand je t'ai rencontrée, j'ai été voir ton travail et je suis tombée sur un de tes articles sur la quête de sens. Un article très long, parce que tu es une aficionados des textes très longs. Et tout le texte m'a super parlé, quoi. Donc, je me suis dit, bon, il faut que j'invite Louise à mon micro, donc on est là. Alors, avant de nous parler de ta vie pro, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? Ouais, je vais essayer. Du coup, je m'appelle Louise, j'ai 27 ans. J'habite à Paris, j'ai habité à Paris presque toute ma vie, sauf 4 ans en Angleterre. Je suis l'aînée de 3 filles, j'ai une famille assez soudée, des parents qui sont toujours ensemble. Je suis petite, brune. J'écoute des podcasts, j'aime lire, j'aime visiter des endroits, des expos. Je suis assez sensible à la beauté, je suis très gourmande, j'adore manger. J'aime bien faire la fête parce que je suis un peu nerveuse sous mes airs un peu doux et j'ai besoin de me défouler. Et je fais beaucoup de théâtre. Ok, ça c'est une activité que tu as commencé quand tu étais plus jeune? Non, j'ai commencé en école de commerce, dans une association de théâtre, qui ensuite a fait des petits. On est plein de troupes à s'être créées après. Génial. Alors, on va revenir sur ton parcours plus en détail, mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui? Ouais, alors moi je suis plume et rédactrice pour des marques principalement. Et du coup, pour ces marques, j'écris toutes sortes de formats. J'ai pas de format privilégié. J'écris des articles, des newsletters, des textes qui sont destinés à des applications. J'ai écrit parfois des posts LinkedIn pour des dirigeants de cabinets de conseil. Enfin, je me suis pas mis de limiter, j'ai essayé plein de trucs. Même si aujourd'hui, mes sujets de prédilection sont plutôt le bien-être, la santé mentale, les sujets de société, la culture. Et à côté, j'ai écrit une newsletter qui est vraiment mon projet personnel, qui comporte des recos culturels et des articles plutôt très personnels, mais aussi assez référencés. Souvent, les gens me disent «Ah, c'est un petit journal intime et tout». Et en vrai, l'ambition, elle est quand même un petit peu plus profonde que ça, et je la nourris d'extraits de bouquins, de films, de podcasts. Voilà, j'essaie qu'elle soit pas Ouais. juste intime. Mhm. Oui, puis en fait, effectivement, tu fais référence à parfois des œuvres d'art, Ouais, des c'est choses ça. comme ça, c'est hyper, Ouais, ouais. hyper intéressant. Je vous invite vraiment à aller la lire parce que je pense que ça peut intéresser plus d'une personne qui nous écoute. Comment il est né ce projet de newsletter? Ce projet de newsletter, il est né un peu par accident. C'était pas du tout réfléchi. En fait, en sortie d'école, on reviendra là-dessus plus tard, je pense, mais je dessinais beaucoup. J'avais créé une boutique de dessin, j'essayais un peu de m'affirmer en tant qu'illustratrice. Et à l'époque, du coup, j'essayais de trouver des moyens de communication un peu annexes. Il se trouve que je suis pas une grande, grande fan des réseaux sociaux. Enfin, j'y suis comme beaucoup de monde et j'aime bien dans une certaine mesure, mais j'étais pas super à l'aise. Et du coup, j'ai créé une newsletter pour avoir un peu ce côté, voilà, pouvoir m'exprimer sur le temps long, pouvoir aller un peu plus en profondeur des sujets. Je me sentais beaucoup plus à l'aise sur ce format. Et du coup, j'ai écrit cette newsletter vraiment pour raconter ma vie d'artiste, mettre des liens vers mes dessins, tu vois, avec un objectif un peu commercial aussi, mine de rien. Ouais. Et voilà comment est née cette newsletter. Donc au début, ça avait rien à voir. Et en fait, petit à petit, j'ai l'envie de dessiner, c'est un petit peu tari. Et j'ai commencé à me dire que j'avais envie de parler d'autres sujets plus longtemps, de manière un peu plus approfondie. Et du coup, cette newsletter est devenue un vrai projet d'écriture en soi. Mais ça s'est fait en plusieurs années. Ouais, ok. Et alors, du coup, tu nous disais que toi, tu as fait une école de commerce. Ouais, Comment ça exactement. s'est passé? Quels ont été peut-être tes stages au sein de cette formation-là? Et je sais que tu as eu beaucoup d'interrogations autour de la voie royale, quel chemin pour moi après une école de commerce. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette étape de réflexion? Ouais, bien sûr. Alors en fait, moi, j'avais vraiment suivi, comme beaucoup, beaucoup de jeunes élèves, enfin d'élèves d'école de commerce, j'avais vraiment suivi toutes les étapes dont j'avais entendu parler comme la voie royale par mes parents, par les établissements dans lesquels j'étais passée. C'était hyper important pour moi de cocher ces cases-là parce que c'était hyper important dans ma famille. Il y avait une vraie exigence sur le côté scolaire, faire des bonnes études, faire des études élitistes. Toi, tu viens de quel milieu professionnel? Tes parents, ils évoluent dans quel milieu?
Mon père a fait une école de commerce, il a fait l'ESSEC, et ma maman a fait une école de commerce moins prestigieuse, pas forcément très sélective, et elle a fait l'IFM, qui est l'Institut français de la mode. Et sur le tard, elle s'est reconvertie maintenant, elle est psy, mais elle est psy depuis 5-6 ans. D'accord, ok. Et tous les deux venaient... je pense que d'un côté, mon père venait d'une famille où l'école avait été vraiment un moteur d'ascension sociale. Ma mère, au contraire, avait pas du tout été poussée par ses parents. Elle venait d'une famille beaucoup moins structurée, etc. Et je pense qu'elle avait eu un peu ce complexe de ne pas avoir fait d'études aussi prestigieuses que mon père et leur bande de copains. Elle a souffert d'un petit manque de confiance en elle toute sa vie à cause de ça. Elle a eu une grosse période un peu de quête de sens, elle, professionnellement. Et du coup, pour elle, c'était hyper important que ces 3 filles fassent des études voilà, connotées comme prestigieuses, élitistes. Et du coup, ils nous ont beaucoup poussés vers ces voies-là. Il se trouve aussi que j'ai toujours évolué dans des milieux qui privilégiaient ces voies très sélectives. Je suis arrivée en terminale dans un lycée hyper exigeant, un lycée jésuite enfin voilà, parmi les meilleurs lycées de France en terminale. Et en fait, là, je m'étais un peu pris une petite claque sur le plan scolaire. Et du coup, j'ai été très vite obsédée par l'idée de rattraper mon retard et surtout de faire tout ce qu'il fallait pour que ma vie pro soit bien lancée. Et du coup, j'étais obsédée par l'idée de cocher ces cases-là. D'accord. Et du coup, je me suis pas du tout écoutée à ce moment-là de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais passionnée par le français, la littérature, l'art, etc. Et je me suis retrouvée à faire une prépa école de commerce ECE, donc où les 2 matières principales, c'est des maths et de l'éco. Ah ouais. Et en fait, alors, je suis un petit peu curieuse de tout, donc j'arrivais à m'y intéresser un tout petit peu, mais j'étais pas du tout passionnée parce que j'étudiais. Et j'ai longtemps quand même été un peu dans cette dissonance voilà, à essayer de réussir des concours pour ensuite contenter mes parents et puis pour moi être fière de moi. Et j'arrivais pas à trouver un moyen de faire des trucs qui correspondaient à mes aspirations tout en étant... Ouais. Ouais. Et en même temps, à cet âge-là, c'est pas forcément évident non plus, tu vois, Non, bien de sûr. pouvoir se dissocier aussi du milieu et des aspirations familiales, tu vois. Bien sûr. Comment ça s'est passé du coup? Donc, tu as eu ton bac et tu as fait cette prépa-là. Ouais. Comment tu as cheminé vers l'école de commerce? Comment j'ai cheminé? Alors, à partir du moment où on fait une prépa, il n'y a pas vraiment de cheminement, en fait. C'est un enchaînement d'étapes. Et du coup, on subissait tous un petit peu l'école de commerce en soi, même si on savait tous de manière un peu abstraite qu'après une prépa, il y avait une école de commerce, parce que c'était une prépa école de commerce. On s'est tous retrouvés en cours de marketing, de finance, et enfin, on était beaucoup à se retrouver là en se disant, mais comment on s'est retrouvés là? Enfin, on n'avait pas vraiment réfléchi, on n'avait pas réfléchi de manière très personnelle ce parcours. Et du coup, alors, je pense qu'on a été beaucoup à avoir une petite déconvenue sur le plan intellectuel. On étudiait des matières qui nous passionnaient pas forcément. Il y a des gens pour qui c'était hyper adapté et c'est des écoles qui permettent de bien s'amuser, de se faire un réseau assez incroyable, qui nous envoie aux 4 coins du monde. Donc il y a un côté quand même hyper sympa. Ouais. Toi, t'as fait quelle école du coup? Moi, j'étais à l'ESCP à Paris. D'accord. Et honnêtement, je me suis bien amusée. Aujourd'hui, ce serait impossible pour moi de dire que j'ai des regrets parce que je me suis fait plein de copains là-bas. Et ça a été intéressant, ce cheminement a posteriori. Mais sur le moment, j'étais surtout une jeune fille très angoissée qui se reconnaissait pas du tout dans ce monde corporate. Et je pense que j'étais un peu moins à ma place que mes potes qui, eux aussi, avaient un peu un moment de désillusion par rapport à ces études. Qui avait commencé très fort, très stimulante avec la prépa et qui en fait devenait assez pauvre intellectuellement avec des cours pas toujours de bonne qualité, pas toujours intéressants. Mais moi, je pense que c'était un peu un level au-dessus parce que je pense que j'avais quand même des aspirations plus, je sais pas si artistique ce serait le mot, mais en tout cas, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin d'être dans des métiers qui impliquaient quelque chose de sensible, d'esthétique. Et en fait, je trouvais pas du tout ma place dans les métiers dont on parlait. C'est quoi les métiers dont on vous parlait du coup? C'était très large en fait, parce que les écoles de commerce, elles préparent un peu à tout et n'importe quoi, mais en tout cas, elles préparent au métier de l'entreprise, que ce soit des grosses boîtes ou des startups. Et du coup, il y avait beaucoup de finance, de marketing, de statistiques, de management, ce genre de... Et en fait, moi, je me projetais pas dans l'univers de l'entreprise. Très vite, ça me semblait absurde. Je saurais pas trop expliquer pourquoi je sentais ça à ce moment-là, mais ça me semblait lunaire. Je me sentais pas du tout à ma place
parce que je pense que je suis quelqu'un de très indépendant, en fait, qui a besoin de faire ses propres projets, qui a besoin d'exprimer quelque chose de personnel, de singulier et tout. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais l'impression de m'être retrouvée à un carrefour sans trouver la sortie, quoi. Je me disais, là, je suis dans une impasse et je savais pas du tout par quel bout prendre. Parce que du coup, tu as fait des stages en entreprise. Alors du coup, j'ai trouvé des moyens de faire des stages super zarbi, enfin, qui ressemblaient pas du tout aux stages classiques. Comme quoi, par exemple? Du coup, en première, mon premier stage de 6 mois, ça a été dans une sorte de cabinet qui créait des... Mais cabinet, on était 3 personnes, hein, qui créait des learning expeditions et des séminaires pour des grosses boîtes. Et c'était hyper sympa parce qu'on faisait que rencontrer des gens qui créaient des fermes urbaines. Enfin, en fait, l'idée, c'était un peu d'amuser les cadres en leur faisant... d'amuser, de divertir, d'informer une poignée de cadres sur des problématiques d'innovation sur plein de domaines. Et du coup, en fait, c'était hyper intéressant parce qu'on rencontrait plein de gens trop cool, complètement hors des clous, qui tentaient des trucs de dingue. Après, je trouvais que le métier était un peu absurde parce que c'était des formations qui coûtaient à chaque fois 60 000, 70 000 euros, qui étaient faites avec beaucoup de soins et d'investissement et qui en fait s'adressaient à une poignée de cadres qui étaient là 2 jours, mais qui en fait étaient pas forcément... Enfin si, c'était investi, mais je pense que voilà, il y avait pas Oui, ça se transforme pas en quelque chose de concret dans leur quotidien, quoi. Ouais. Je pense qu'ils étaient intéressés, mais c'était pas non plus une révolution pour eux dans leur manière de fonctionner. Et je voyais pas trop la finalité de cette activité. Et après, j'ai fait un deuxième stage. Alors là, c'était encore plus petit, on était 2. Et ça, j'ai rejoint une dame qui s'appelle Siam Gibril, qui avait fondé le podcast Génération XX et qui avait besoin d'aide sur son podcast, mais aussi sur le lancement d'un magazine, aussi sur l'animation de la communauté, etc. Et du coup, c'était à la fois un peu dur d'être 2. Je suis passée à mi-temps au milieu du stage, mais c'était hyper intéressant parce que Siam est quelqu'un de hyper créatif, qui se met aucune barrière. Et c'est une des pionnières du podcast en France. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le podcast s'est arrêté au 100e épisode, mais c'était très chouette et hyper intéressant. Et on s'est aussi entouré de plein de gens, donc j'ai quand même fait des rencontres assez chouettes au sein du podcast. Génial. Et alors, du coup, tu as cette formation à l'ESCP, tu as ce premier stage, ce second. Comment tu te sens au milieu de tout ça? C'est quoi les interrogations finalement en fin de parcours? Du coup, pendant ces études-là, je pense que j'ai beaucoup repoussé, j'ai beaucoup procrastiné des questions qui m'angoissaient un peu, qui étaient quelle place je vais avoir dans la vie. Et je voyais un peu mes copains quand même trouver un peu leur chemin dans tout ça. Et moi, j'avais un peu l'impression d'être c'est le papillon qui reste une chenille, quoi, qui sort pas de sa chrysalide. Et en fait, j'étais très stressée par toutes ces questions que j'évitais un peu. Et en fait, moi, ma manière de gérer à cette période-là, ça a été de me réfugier dans des passions artistiques. Donc le dessin et le théâtre, parce que j'ai commencé une formation professionnelle de théâtre à un moment. Ouais. Ok. Ouais. Donc j'essayais de professionnaliser un peu tout ce que je pouvais pour essayer de me raccrocher à des trucs, mais de manière un petit peu excessive, parce qu'en fait alors c'est vrai que moi j'avais quand même une sensibilité littéraire, j'adore le théâtre, j'adore le cinéma et tout, donc le théâtre faisait un petit peu sens quand même, c'était pas absurde, mais de là à me retrouver sur scène plusieurs heures par jour, enfin tu vois, c'était assez contre nature. Je me sentais hyper vulnérable en fait sur scène, je me faisais un peu violence. Le dessin, pareil, en fait, ça partait d'une vraie passion, d'un vrai goût de la beauté, du beau, des couleurs, etc. Et puis je pense que ça me servait quand même je retrouvais quelque chose un peu j'arrivais à exprimer un peu de sensibilité via ce médium. Mais tu vois, de là à être toute seule, toute la journée, à m'exprimer par du dessin, en fait, c'était pas non plus totalement moi. Donc, il y a eu un peu ces 2 passions que j'ai essayé de pousser à un point qui est devenu un peu absurde et qui me rendait pas hyper heureuse. Et en fait, petit à petit, je suis sortie d'école, j'ai commencé à faire des missions. Je savais que je voulais pas être en entreprise. Je me disais, il faut que je me laisse le temps d'explorer et de savoir ce que je veux faire. Et ça, c'est très fort, hein, parce que parfois, quand tu es dans le rouleau compresseur de la voie royale, avoir cette présence d'esprit de se dire, en fait, ça ne me convient pas et il faut que je prenne le temps de trouver ce qui me convient, c'est très fort. Comment est-ce que toi, tu as réussi à avoir ce recul si tôt et à te l'autoriser?
En fait, je pense que la petite crise d'ado, elle s'est vraiment faite en école. En école, j'avais quand même une posture de petite rebelle, quoi. Genre, et du coup, ces trucs artistiques me permettaient aussi d'avoir cette posture un peu alternative. Je trouvais ça cool, en fait, aussi de tester des trucs complètement différents, qui avaient absolument rien à voir de ce dont on me parlait au quotidien. Et en fait, c'est vraiment en école que je pense que j'ai fait où j'ai poussé les trucs les plus extrêmes, où je me suis retrouvée pendant un mois avec des comédiens pros en Corse. Enfin, j'ai vraiment tenté des expériences à la fois très étonnantes et riches, mais aussi assez difficiles, tu vois, pour une jeune fille qui vient pas de ces milieux-là à la base, qui vient d'un milieu vraiment beaucoup plus classique, etc. Et du coup, je pense que j'avais vécu toutes ces expériences et je pense que c'était évident pour moi que je voulais pas rejoindre une entreprise. Enfin, à ce moment-là, je l'ai pas du tout vécu comme une décision courageuse à prendre. Pour moi, justement, je trouvais ça hyper courageux d'aller dans une boîte, tu vois. Et ça me semblait au-dessus de mes moyens, tu vois. C'était plutôt l'inverse pour moi en termes de raisonnement. Je me disais, tu vois, j'essayais de trouver une place. Je me disais, est-ce qu'il y aurait pas des boîtes, un rôle, est-ce que je pourrais pas faire, je sais pas, de la communication dans une start-up et tout. Enfin, puis j'avais mes parents derrière qui m'encourageaient plutôt vers ces voies-là, qui étaient un peu plus des compromis par rapport à ce que eux avaient eu comme attente. Et je m'en sentais mais complètement incapable. Je me disais, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à me fondre dans un groupe. Donc c'était plutôt... Ouais, c'était pas un acte courageux, c'était plutôt j'accepte que j'y arriverai pas et que je ferai autre chose. Ouais, ok. Ça, Mais c'est des manières de voir l'histoire, hein. Souvent, j'ai aussi une manière un petit peu négative aussi de voir le parcours que j'ai eu, tu vois. Et c'est vrai, en soi, c'est aussi un peu courageux. Enfin, on peut voir les choses de deux manières. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et puis, je pense que c'est pas non plus noir ou blanc, tu vois. En fonction de où t'en es, de comment tu te sens, etc., tu peux aussi avoir différents ressentis sur un même événement. Ouais, bien Donc, sûr. donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et du coup, cette exploration, donc tu disais, tu as testé le théâtre, tu as testé le dessin, certaines voies artistiques. Est-ce que tu dirais, au final, que après l'avoir réellement exploré, que c'était finalement juste un fantasme? Alors, c'était pas des fantasmes dans le sens où le plaisir que j'avais à faire cette activité, il était vraiment réel. Tu vois, le dessin, j'en faisais toute seule dans ma chambre depuis que j'avais 14 ans. Et j'en avais fait des heures et des heures, tu vois. Et j'étais quand même arrivée à un certain niveau et tout. Et j'avais vraiment du plaisir à en faire, mais pas à ce point-là, tu vois. Et le théâtre, pareil, j'avais adoré le théâtre à l'école. Ça avait été vraiment sur le moment, ça avait été un peu une petite révélation. Et aujourd'hui, tu vois, je fais du théâtre toutes les semaines, j'ai une petite troupe et tout. Et c'est resté un vrai plaisir. Donc, c'était pas totalement des fantasmes. Après, je pense que j'avais vraiment le fantasme de la vocation, tu vois. Je me rappelle, dans ma famille, il y a pas mal de gens, tu vois, qui ont trouvé très tôt ce qu'ils voulaient faire. J'ai un cousin super charismatique en plus, qui nous a toujours un peu épatés, qui est architecte et qui a monté son agence. Et c'est vraiment une success story dans la famille. Un autre cousin qui est avocat et qui est passionné par ce qu'il fait. Ma meilleure amie de lycée était pas du tout scolaire et était partie faire du design de mode à la Sainte-Martine à Londres. Aujourd'hui, elle réussit trop dans ce qu'elle fait et tout. Et je pense que j'avais vraiment une envie de trouver moi aussi mon truc. Et du coup, j'ai essayé de trouver cette vocation dans des métiers un peu dans des clichés, tu vois. Le métier de comédien, le métier d'artiste, enfin, il n'y a pas plus grande vocation. Enfin, dans l'imaginaire collectif, en tout cas, on imagine que c'est vraiment la vocation absolue, quoi. Mais ça, c'est hyper intéressant. Alors moi, j'ai une de mes meilleures amies. J'ai beaucoup d'artistes dans mes amis. Et celle dont je te parle, qui s'appelle Charlotte, elle a fait une école de comédie musicale très prestigieuse en Allemagne. Elle est chanteuse. Bref, chemin faisant, il se trouve que c'est un milieu qui est très violent et donc elle s'en est éloignée. On discutait il y a pas longtemps, elle me disait, mais en fait, il y a un truc qui fondamentalement me pèse dans ce milieu, c'est le besoin de reconnaissance absolue des personnes qui font partie de ce milieu-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose, cette notion de reconnaissance, que tu as pu voir dans les explorations que tu as fait, qui t'a aussi challengé toi à titre perso? Ouais, c'est une question difficile mais ultra intéressante. Euh, alors, j'arrive pas trop à savoir. C'est évident que j'ai un besoin de reconnaissance,
Et peut-être que c'est aussi ça qui m'a poussée vers des métiers où en fait le besoin de reconnaissance il est partout quoi. Enfin tu vois, si tu fais des dessins, que tu les postes sur Instagram et que ça résonne avec personne, il y a peut-être des gens qui sont beaucoup moins sensibles au regard des autres que moi, mais en tout cas c'était évident que ça m'impactait. C'est même devenu un petit peu une addiction aussi, tu vois. Je me rappelle vers la fin de mes activités un peu illustratrices. Je postais des trucs, mais j'avais juste envie d'avoir la réaction des gens. J'étais un peu addict à ce shoot de dopamine. Et en fait, l'activité en soi me procurait beaucoup moins de plaisir qu'au début. Et pareil, le métier de comédien, en fait, t'es sur le regard des autres en permanence. C'est un métier c'est un milieu où il y a énormément de séduction, il y a beaucoup d'ego. Enfin, j'ai plein de fois entendu des comédiens, des artistes raconter que voilà, les comédiens sont vraiment des enfants enfin, sont souvent des gens qui n'ont pas assez été regardés, vus, entendus, enfants, et qui cherchent un peu ce regard des autres constamment. Et donc, c'est des milieux qui sont touchants pour ça, parce que c'est des gens qui ont leurs petites failles, leurs sensibilités, etc. Mais c'est un milieu qui est aussi super dur, où il faut tout le temps un peu se battre pour plaire, pour séduire, pour avoir du travail. Enfin. Donc j'ai ressenti ce besoin de reconnaissance de manière... Enfin, c'est des milieux qui portaient vraiment à ça. Et après, j'arrive pas à savoir si le besoin de reconnaissance que moi j'ai, il est normal. Et je pense que c'est normal tous d'avoir besoin de reconnaissance. Clairement, tout le monde. C'est dans la pyramide de Maslow, hein, dans tous les cas. Exactement. Mais exactement. Après, effectivement, il y a des niveaux aussi, et puis des milieux qui sont particulièrement sujets à ça. Mais c'est vrai que pour ajouter un truc, je pense que c'est un peu une période de ma vie où j'avais besoin d'être un peu regardée, tu vois. J'avais besoin, je pense, d'affirmer quelque chose de singulier, de montrer qui j'étais, de me différencier des autres élèves d'école de commerce. J'avais besoin de dire que j'étais différente. Je saurais pas trop t'expliquer pourquoi. C'est des trucs psy, je pense, qui remontent à longtemps, mais je pense que j'avais besoin de cette différenciation, de m'affirmer différemment. Super intéressant. Et du coup, comment est née ton idée d'avoir une activité d'écriture en freelance ? C'est arrivé assez par hasard aussi. D'accord. En fait, du coup, j'ai commencé ma vie professionnelle. J'avais encore cette activité d'illustratrice. Donc, je dessinais, je peignais sur céramique, etc. Et à côté, je me suis vite rendu compte que la vie d'artiste n'allait pas payer mon loyer et ma vie parisienne. Donc, j'ai commencé à écrire pour, au début, des petits projets, des particuliers, une artiste avec qui je travaillais, etc. Mais de manière hyper informelle et pas très professionnelle, tu vois. Enfin, c'était pas très pro, honnêtement, je me faisais complètement exploiter au début. Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi. Par là. grand bricolage. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, que j'étais plutôt bonne à ça. Et au fur et à mesure, j'y ai vu une opportunité, tu vois. Mais je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais être plume et rédactrice. C'est vraiment arrivé ça s'est fait hyper naturellement. Parce que je me sens à l'aise là-dedans et que ça marche bien. Et alors, du coup, maintenant que cette activité indépendante est lancée, est-ce que tu dirais que c'est un long fleuve tranquille ? Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout en tant qu'indépendant, en fait. C'est vraiment... Il y a quand même des vraies montagnes russes, je trouve, dans le fait d'être freelance. Il y a un côté... c'est des montagnes russes émotionnelles. On est tout seul à son navire. Il n'y a que toi qui tiens la barre. Tu décides des décisions que tu prends, de là où tu veux aller. Tu décides des missions que tu acceptes, de celles que tu refuses. Je trouve qu'il y a une charge mentale permanente et un peu fatigante, honnêtement. Et surtout un FOMO un peu permanent, en fait. Je trouve on est à une période en plus où il y a beaucoup de solopreneurs, de freelance qui racontent leur vie pro sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, dont on sent qu'ils veulent être partout, tout le temps. Tout le monde a envie un peu de montrer qu'ils existent pour pas que les clients les oublient, etc. Donc il y a un peu une surenchère, je trouve, de prise de parole. De storytelling. De storytelling.
Et moi, c'est vraiment, je Ça, trouve c'est ça fatigant. épuisant. Et c'est épuisant. Et en fait, parfois, je me dis, mais juste accepte que toi, t'as pas envie de le faire. Et en plus, t'as des missions qui tombent et ça Ouais. t'intéresse. Donc, il y a pas de stress, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que du coup, ça crée un FOMO tout le temps. On se dit, Ouais. mais est-ce que je devrais pas être en train de communiquer sur ça? Enfin, moi, à chaque fois que je communique pas sur une newsletter, une mission et tout, il y a une petite voix qui me dit, tu fais pas ce qu'il faut faire, il faudrait que t'en parles. Enfin, voilà, donc c'est beaucoup de... Il y a quand même un peu ce truc un peu fatigant Ouais. parfois il faut apprendre à renoncer à des missions, à, euh, à des formes de communication qui sont pas adaptées pour nous. Moi, les réseaux sociaux, j'ai un peu accepté que ça me stressait plus que enfin, ça me pesait un peu plus que ça ne m'apportait, et du coup, j'ai un peu levé le pied sur Instagram, etc. Mais c'est pas du tout évident de le faire, quoi. Ouais. Je me dis tous les jours, est-ce que tu manques pas des opportunités? Est-ce que ta newsletter, elle grandirait pas plus? Donc non, c'est tout sauf un long fleuve tranquille, surtout que je suis encore à une période où je construis mon activité et du coup, je dis oui à tout. Je n'arrive pas à refuser des missions et du coup, ça crée un truc où je me retrouve parfois avec des périodes un peu plus de creux, puis des périodes où je suis Gros pic. submergée de Ouais. travail. Et Ouais. là, je me retrouve à bosser beaucoup le soir, le week-end. J'ai du mal à prendre des vacances et tout. Donc là, je suis un peu dans le moment de ma vie, de ma vie pro où en fait, c'est cool, ça commence à apprendre, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à doser Ouais. et à m'octroyer Mais des ça, moments de repos. ouais, c'est un très gros sujet chez les indépendants. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait de moments où ça s'équilibre de manière pérenne. Je pense pas. Enfin, j'ai pas mal de free, j'en ai reçu beaucoup à mon micro. Et je pense qu'en fait, juste faut accepter que des fois, c'est extrêmement chargé et des fois, ça l'est moins. Et qu'il faut s'organiser en termes de trésor et en termes de temps et d'énergie. Mais je suis pas sûre qu'il y ait de moments où finalement, tu sais, tes clients sont hyper stables tout au long de l'année, pendant des années, etc. Je suis pas sûre que ça existe. Ouais, non, t'as peut-être raison. Je sais pas. C'est Enfin, peut-être le prix à payer pour tous les autres avantages, parce que là, ouais. j'ai parlé que C'est quoi les des avantages alors inconvénients, selon mais toi? bah moi, je suis quelqu'un qui me lasse beaucoup et assez vite, donc je trouve ça chouette de travailler sur des missions hyper différentes, avec des enjeux hyper différents, des univers. Là, je travaille avec quelqu'un qui est dans la production musicale et qui a des halls de danse, et donc dans un milieu beaucoup plus artistique, autour de la création, donc hyper sympa. Ouais. J'écris pour une appli de rencontre et je trouve ça hyper fun à faire. À côté, j'ai des missions plus classiques, plutôt dans la sphère professionnelle, orientation professionnelle et tout, et je trouve ça incroyable de pouvoir varier autant les sujets de réflexion et tout. Et après, je trouve ça incroyable de pouvoir m'organiser comme je veux, de pouvoir me dire, je bosse un dimanche après-midi, mais mon jeudi après-midi, je le passe dans un musée ou dans la forêt. Enfin, ça, c'est J'adore. quand Ça, c'est même un truc que ouf. j'ai du mal à faire, moi. Ouais. Je pense que je suis encore un peu matrixée par le monde de l'entreprise que j'ai quand même quitté en 2020. Ah, c'est vrai? Ouais. Et des fois, j'ai du mal à m'octroyer, tu vois, je sais pas, un musée en semaine. Ouais. J'ai du mal, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais. Tu sais, j'ai la petite voix de la bonne élève slash culpabilité de quand même, je pourrais faire ce que je veux, mais quand même, je vais pas le faire parce que qui suis-je pour me l'autoriser, tu vois. Ça, c'est des Ouais, choses je que tu comprends. ressens ou pas, toi aussi? Je le ressens un petit peu. Après, j'ai un peu la chance d'avoir une newsletter qui comporte des recos culturels et Ouais, du c'est coup, je vrai. peux un peu Bien vu. manipuler un peu le truc et me dire C'est qu'en vrai, fait, c'est c'est vrai. pour le taf, ce qui en vrai est un peu de la mauvaise foi parce que, enfin, c'est surtout parce que j'ai envie d'aller faire une expo. Mais après, non, je comprends ce que tu veux dire et moi, je garde un réveil tous les matins tôt. Ouais. Je travaille en général quand même, je travaille tous les jours. Donc non, je me fais Hmm. un peu plus rock'n'roll que ce que je suis en réalité quand même. J'adore. Ça reste assez organisé et cadré quand même. Mhm. Et du coup, tu parlais du fait que tu étais quelqu'un qui avait une grande curiosité, besoin de renouveler les sujets, les supports, etc., de manière régulière. Ça, pour moi, c'est un sujet qui est très, très important dans la quête de sens, que d'accepter l'impermanence de nos envies. Tu vois, quand j'accompagne des gens en coaching qui se posent la question de qu'est-ce que je vais faire après, souvent, il y a une forme de rigidité dans la demande qui est bah, j'aimerais trouver la chose que j'ai envie de faire et pour les 15 prochaines années, ne plus jamais y revenir. Je trouve que c'est un sujet complexe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce sujet de l'impermanence des envies? Moi, je suis un peu comme toi. Ouais. Je trouve ça chouette de se laisser un peu vivre, de se laisser changer.
on est en permanence un peu en train de se métamorphoser et j'adore cette idée, quoi. J'adore cette idée qu'il n'y a rien d'arrêté et qu'il faut tout le temps un peu s'écouter pour essayer de guetter les signaux faibles de ce qui va peut-être nous faire sentir heureux, vivants dans les prochains mois, années. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant de réfléchir comme ça. Et si je vois ma vie pro comme une espèce de... Enfin, si je me dis que là, je suis à ma ligne d'arrivée et qu'en fait, ça va être comme ça toute ma vie, franchement, ça me déprime d'avance. Enfin, ça m'ennuie, ça me déprime. J'ai besoin de changer, de casser un peu la routine, Ouais. de faire évoluer mon activité en fonction un peu voilà, de ce que je sens en moi, quoi. Mhm. Ça, je trouve que tu as quand même cette force d'embrasser qui tu es. Je trouve que c'est ça qui ressort beaucoup de tes newsletters, de tes articles et puis même de notre discussion là aujourd'hui. Une flexibilité, en fait, dans la manière dont tu envisages ta vie pro. Ouais, je pense que tu as raison. Ça va aussi avec des gros défauts. Mhm. Mais oui, je pense que je suis très ouverte par rapport à ce que ma vie va être. Tu vois, j'ai pas trop d'idées préconçues. Mais du coup, ça va aussi avec une tendance à, tu vois, je n'ai pas d'objectif. Je sais pas du tout où je vais être dans 6 mois. Et souvent, c'est un peu déstabilisant, surtout qu'en fait, on est dans une société où on te parle beaucoup de ça. On te dit où tu veux aller, c'est quoi tes objectifs, combien tu veux gagner cette année. En fait, c'est partout, tu vois, cette manière de penser dans le taf, elle est partout. Et moi, je fonctionne pas comme ça. Je suis incapable de dire ce que j'ai... Enfin, mais c'est un peu un défaut aussi, tu vois. C'est à la fois un truc, je pense qu'il faut un peu qu'on déconstruise et qu'on se dise, OK, on sait pas, en fait, où on Je veut sais être dans pas. 5 ans. Effectivement, bon, on vit dans un monde du travail capitaliste, donc forcément, pour atteindre des objectifs financiers, il faut avoir tout un plan derrière. Je sais pas si c'est un défaut ou si c'est une autre manière de faire qui est peu commode et enfin sur laquelle on communique moins. Je pense pas. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir te recevoir à mon micro et donner aussi la parole à des gens qui fonctionnent, qui ont une activité professionnelle plaisante, qui les nourrit, sans se dire, voilà, cette année, j'ai envie de faire tel CA et à tout prix, Ouais, tu vois. ouais. Au contraire, je pense que c'est important d'avoir des messages comme le tien qui montrent des réalités de vie différentes, tu vois. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que du coup, quand je parle de mes projets à des gens, parfois j'ai l'impression de pas être convaincante, en fait, parce que j'ai pas ces chiffres ou cette direction à leur donner. Tu vois, hier, j'ai candidaté à un accompagnement et j'ai été prise au premier round et j'avais un entretien hier. Et en fait, j'avais l'impression que tout était très flou dans ce que je racontais. Alors, c'était hyper sincère et en fait, pour moi, mon projet, au fond, il est cool et j'y crois. Mais je sentais que, en fait, comme j'avais l'air un peu ouverte à tout, mais ce qui est vraiment le cas, Ouais. et je me fais pas trop d'idées préconçues de là où je veux aller, je pense que ça a un peu déstabilisé la personne en face qui s'est dit, ok, un peu perché cette nana quand même. Enfin, j'en sais rien, je sais pas exactement ce qu'elle s'est dit, mais j'ai toujours un peu peur de dégager ouais, de donner cette Ouais. impression. Mais en fait, ça, c'est aussi des masques qu'on se met parce que, bon, là, j'ai accompagné quand même plus de 50 personnes en coaching. Souvent, on se met dans une case, dans un cadre défini pour répondre à une attente, etc. La vérité, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Mais vraiment, Ouais. c'est la stricte vérité. Et même des gens qui ont des responsabilités, je pense, dans des grosses boîtes, etc. Je pense que si tu creuses un peu, ils sauront pas te dire quel est le but de tout ça, tu vois. Oui, c'est beaucoup de posture et c'est rassurant en vrai. Ouais. Et alors là où c'est un petit peu un défaut quand même, c'est que j'ai un peu le doute facile et en fait je remets ma vie en question mais tous les 4 matins. Ok. Et donc ça c'est un peu usant et ça c'est un peu un truc Ouais. contre lequel je sais que c'est un peu un truc qui peut me tirer vers le bas. Ouais. Et là pour le coup j'essaye de faire taire un peu ces petites voix qui m'attirent vers la remise en question en permanence et tout, et qui sont un peu l'envers de cette flexibilité et cette liberté, tu vois. Ouais. Intéressant. Moi aussi, je vis ça. Toi aussi, c'est Ouais. vrai? Le sujet du doute, ouais, c'est un très, très gros sujet Ah chez oui. moi. Ouais. Sur la manière dont tu travailles, enfin sur tout, ou sur ta vocation, ou sur... Tout, hein. Ok, ouais. Non, je pense qu'en fait, c'est... effectivement, comme toi, je partage ce truc d'avoir beaucoup d'envie, de curiosité, avoir envie de renouveler très régulièrement ce que je fais, même si j'ai quand même une base stable avec le podcast, les coachings, etc. Mais il y a beaucoup de choses autour. Mais c'est vrai que parfois, je me demande,
est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça va pas avoir un impact finalement néfaste pour la suite de ce que j'ai envie de faire, tu vois? Enfin, ces trucs de doute, c'est quand même assez présent, même si je trouve que ça va mieux quand même. Et avant, c'était beaucoup plus récurrent. J'ai pas mal travaillé ça avec une psy que je voyais il y a quelques temps. Et un jour, j'arrive et je lui dis, mais en fait, j'en ai marre de douter. Enfin, pourquoi je doute comme ça tout le temps? Et elle m'avait dit une petite phrase qui m'a beaucoup aidée. Elle m'avait dit, mais en fait, la question, c'est pas pourquoi. La réponse, c'est. Et je pense qu'il y a vraiment une part de nature aussi, tu vois. De gens qui ont le doute facile et qu'en fait, se poser des questions, avoir des choses qui viennent challenger ta sensibilité et donc tout un panel d'interrogations associées, je pense que c'est aussi, en tout cas pour moi, dans ma nature. Et ça m'avait fait beaucoup de bien d'entendre ça. Ouais. Ouais, t'as arrêté de te demander pourquoi je doute, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche? Ouais, c'est ça. Non, en fait, je suis quelqu'un qui a le doute un peu plus facile que d'autres, Ouais, parce que je suis sensible, parce que... plein d'intérêts et que en Ouais, fait, du coup, bah tout ça vient rechallenger les cartes régulièrement, tu vois. ouais. Oui, c'est vrai, c'est aussi un peu l'envers de la curiosité, je Oui, pense. ouais, Les gens qui doutent jamais, en vrai, c'est aussi des gens qui s'intéressent enfin, tu vois, qui ont vraiment tout de suite trouvé leur truc et qui s'intéressent à pas grand-chose d'autre. ouais, Et c'est un modèle cool et je pense que c'est super reposant au quotidien et tout, mais du coup, ils ont pas cette curiosité qui est aussi un atout. ouais, Enfin, exactement. Comment tu les gères les doutes du coup aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? les doutes, je les note. J'ai un petit journal Ouais. intime sur lequel je griffonne tous les matins. J'en parle beaucoup, j'en parle à mes potes. Il y a un moment, j'ai vu une psy et je pense que ça m'avait fait du bien. Enfin, sauf ma première expérience de thérapie où la psy m'avait dit il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait pas où il va. Mais elle m'avait dit de manière un peu cassante et tout. J'étais genre, ok, merci. Je sais. Enfin, Ah ouais, ça c'est après, beau. je les gère pas. Hein. Ils sont là, Ouais. ils sont là et je pense que je serai quelqu'un enfin, je me remettrai toujours un peu en question, surtout en permanence. Mais avoir trouvé quand même une activité qui me plaît et où je me sens à ma place, les doutes se sont quand même un petit peu calmés, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Le doute est quand même Ouais. vient pas non plus de nulle part, tu vois. C'est comme les doutes amoureux. Souvent, on a beau essayer de se convaincre et tout, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des déclencheurs. Il y a une part de nature, mais il y a aussi une part de déclencheur et de réalisme dans le questionnement, tu vois. ouais. Ouais. Et là où c'est cool de douter, c'est qu'il y a quand même des gens qui restent très longtemps dans des situations qui leur conviennent pas et qui vont vivre un peu des demi, enfin, Des demi-vies. des demi-vies. Enfin, Ouais. c'est Non, horrible c'est de dire horrible, ouais. ça. Oh C'est là là, très ouais. dur. Non, non, mais qui vont être un peu frustrés pendant, mais juste un petit peu et qui du coup ils vont persévérer dans une situation, un couple, un job. Alors qu'en fait, bon, bah, l'avantage de douter, c'est que on est un peu prémuni de ça, quoi, de cette Ouais. stagnation dans un Oui, truc c'est qui ça. vraiment te rend malheureux. Ça, au moins, Ouais. a priori. Hmm. C'est quoi tes activités rémunératrices aujourd'hui? Mes activités rémunératrices, c'est du coup mes missions d'écriture en freelance. Ouais. Du coup, tu vois, en ce moment, j'ai 4 différents clients. C'est beaucoup du travail d'écriture d'articles, de rééditorialisation Ouais. d'articles, c'est-à-dire que je repasse sur du contenu D'accord. pour le mettre au goût du ton de la marque, etc. Là, du coup, j'ai plein de contenus, d'applications à écrire pour une application de rencontre. Donc ça va plus être des petites phrases un peu ludiques, des QCM, des tests de personnalité, ce genre de trucs. Ça, Ok. j'adore parce que c'est Génial. hyper créatif. Mhm. C'est assez léger, en fait, et c'est moins sérieux que mes autres missions. Et du coup, je trouve que c'est hyper rafraîchissant. J'écris aussi d'autres articles pour une marque de cosmétiques. Ouais. Et à côté, ma newsletter commence à me ramener un petit peu de sous, mais c'est encore assez irrégulier. Et je teste plein de choses, mais rien n'est encore très structuré. Donc j'ai un peu des sous qui viennent des dons de Ouais. mes lecteurs. J'essaye un peu de créer des partenariats qui commencent à me ramener des sous de temps en temps. Mais le modèle n'est pas encore super rodé et c'est encore Ouais. du test and learn, clairement. Trop bien. Il faut. On en parlait en off tout à l'heure. En fait, les projets de contenu initiaux, toi, ta newsletter, moi, mon podcast, etc., c'est aussi des projets qui mettent du temps à se construire, à aboutir, à rémunérer. C'est pareil, tu vois, tous les discours, les storytelling autour de mon média me rapporte 10K par mois au bout de 3 mois.
c'est bon quoi. Il y en a marre. C'est pas la réalité de 99% des gens. Donc, juste écrivez, faites des contenus, des reportages sur des choses qui viennent de vos tripes. Et puis ensuite, ça se construit autour, quoi. Ouais, de ouf. Et puis, être patient et pas trop se comparer aussi à des gens qui Ouais. ont 50 ans, enfin, tu vois, qui sont à une autre étape Ouais, de ouais. leur vie. Et du coup, moi, parfois, je me compare à des mecs, mais en fait, qui ont déjà 25 000 abonnés sur LinkedIn ou Oui. quoi. Et en fait, oui, tout de suite, ils arrivent à monétiser leur newsletter. Et au début, je me dis, mais what? Ça fait 2 mois qu'il a lancé son truc. Ouais. Et du coup, voilà, arrêtez un peu de se comparer. On a tous nos chemins différents. Ouais. Et Nos timings. ouais, exactement. Génial. Ce serait quoi ton conseil ultime, Louise, à quelqu'un qui est en pleine phase inconfortable de quête de sens, de doute, de réorientation professionnelle? Ouais, trop bonne question. Pas évidente, je trouve, mais trop intéressante. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je pense que déjà accepter un peu l'inconfort et pas trop se juger d'être dans cet inconfort. Parce que tu vois, je me retourne un peu sur ces années où j'étais super paumée. En fait, j'avais hyper honte de pas savoir où j'allais. Enfin, tu Ouais. vois, j'avais l'impression qu'il fallait avoir ouais, une direction, qu'il fallait savoir où j'allais, que j'avais l'impression de percevoir le jugement des autres qui se disaient ok, elle est perdue, elle est paumée, elle sait pas où elle va. Et en fait, ça arrivait à tout le monde, ça arrivera à tout le monde de se sentir paumé, d'avoir des gros moments de doute pro ou des gros doutes de vie. Et en fait, c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'on se pose ces questions. Enfin, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, et accepter que c'est dur, accepter que c'est dur de remettre en question sa place, parce que c'est hyper confortable d'avoir une place, un rôle et tout. Et dès lors que tout ça est un peu bouleversé, ben, on se sent un petit peu vulnérable. Et du coup, je trouve que ouais, accepter ses doutes et l'inconfort, la vulnérabilité que ça fait naître, et c'est normal, et on vivra tous ça à un moment. Et après, moi ce que je conseillerais un peu à la petite moi, qui a essayé un peu de s'accrocher à des trucs un peu à corps perdu à des activités, des rêves qui lui convenaient pas vraiment, ce serait de rester ouvert et de pas se précipiter sur la première option. Ça vaut aussi pour le dating, tu vois. Moi, j'ai un peu, comme quand même, j'aime pas trop l'incertitude. Enfin, j'aime bien la flexibilité, mais j'aime pas le gros flou. Ouais. J'ai un peu tendance à me réfugier dans des relations, des jobs, enfin des options de carrière euh, qui en fait me conviennent pas vraiment. Et en fait, après, je me retrouve prisonnière d'un truc qui me rend malheureuse. Ouais. Et du coup, je pense que il faut plutôt se dire, ok, je vais faire plein de petites expériences, je vais rencontrer plein de gens, mais je reste ouvert et je prends le temps d'explorer. Je prends le temps d'explorer, de pas prendre de décisions trop hâtives, de pas m'accrocher. Mais ça, c'est trop important. J'en parlais en story il y a 2 jours parce que c'est un sujet qui est crucial. En fait, on a l'impression que trouver sa voie, se reconvertir, ça se fait en 3 mois. Mais non, en fait, le temps pour opérer le changement et trouver une vraie réponse, il est long. Et moi, je le vois chez mes clients, les gens qui ont fait des gros changements de vie, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est important, enfin, la notion de temps, elle est cruciale, quoi. Et c'est important de le rappeler. Ouais, carrément. Et du coup, Louise, on arrive à ma dernière question, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Ouais, trop cool ta question signature. Bon, je pense déjà, au début, je me suis dit, ok, il y aurait 15 nanas dans mon board, J'adore. parce que j'ai pensé à plein de meufs. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Fanny Boucher, qui a créé une marque de bijoux qui s'appelle Bangla Begum. Et c'est vraiment quelqu'un, je suis une fangirl, quoi. Je la trouve trop cool. Je pense qu'elle aurait pas du tout le temps d'être dans mon board. Mais, On sait jamais, on sait jamais. mais elle est trop stylée, elle m'inspire, et c'est quelqu'un qui a complètement cette flexibilité dont on parlait. C'est quelqu'un du coup qui est parti 10 ans en Inde après voilà, après ses études d'Hippocagne. Donc elle est très littéraire. Elle avait fait 2 ans de prépa littéraire, 10 ans en Inde où elle a découvert la gémiologie. Elle est rentrée à Paris. Elle s'est démariée, enfin elle s'est défiancée d'un mec. Elle est partie à Berlin, je crois. Elle a créé sa marque de bijoux qui est magnifique. Ça part de ça en fait. J'adore ces bijoux de base.
Et en fait, aujourd'hui, elle fait beaucoup de yoga, elle fait des voyages incroyables. Elle a aucune barrière, elle a peur de rien. Elle traverse des mers méditerranéennes en nageant. Enfin, Ok. elle se met Ah aucune ouais. limite et elle, Incroyable. ouais, elle a une vie hyper esthétique. Enfin, sa vie est un roman complet. D'accord. J'adore. Et là, tu vois, elle adore écrire, elle est très littéraire et tout. Donc en fait, là, elle a commencé à écrire une newsletter où elle raconte ce qu'elle a vu, entendu. Et donc en fait, tu sens que c'est quelqu'un qui est hyper proche de son intuition et qui se met aucune barrière dans sa vie pro. Et tu sens que sa vie va être un peu cette longue Ouais. métamorphose dont Trop on bien. parlait. Ça pique ma curiosité, je vais aller voir ça. Elle est trop stylée. Ok. Et alors après, une deuxième personne à laquelle j'ai pensé, c'est l'artiste Margot Derry, qui est qui est vraiment une des femmes les plus inspirantes que je connaisse. Du coup, en plus, j'avoue que dans les premières années de ma vie pro, je me suis vachement projetée parce qu'elle avait fait l'ESCP. Elle a créé une boîte pour aider les startups à décoller. Et en fait, un deuil a un peu remis tout en question. Elle est devenue artiste peintre. D'accord. Et c'est quelqu'un que je trouve hyper inspirant parce que elle a vraiment poussé sa pratique d'artiste. Elle s'est reformée, elle est partie à Londres faire une école d'art, mais elle s'est pas du tout cantonnée à la figure de l'artiste solitaire. Elle a créé plein de trucs incroyables. Elle a créé une résidence au Maroc magnifique, Ah ouais, génial. où il y a des artistes qui viennent repeindre des grottes de pêcheurs dans le sud du Maroc. Et c'est juste magnifique ce qu'ils font. Ok. Enfin, c'est vraiment une réussite. Elle a créé une structure qui s'appelle le Cercle de l'Art, qui a pour but d'aider les artistes peintres à avoir des revenus réguliers. Et D'accord. elles sont plus d'une centaine d'artistes femmes maintenant dans le Waouh. Cercle de l'Art. Et en Génial. fait, et Margot, elle est comme ça. Enfin, dès qu'elle voit un souci, une injustice, un truc qui pourrait mieux marcher, elle crée un mouvement. Ok. Et c'est quelqu'un qui arrive à soulever des montagnes, mais d'une manière qui est stupéfiante. C'est génial. Et en fait, c'est quelqu'un qui est aussi d'une générosité, d'une gentillesse. J'avais un peu bossé avec elle. Et en fait, très vite, à l'époque, je m'étais rendu compte que j'avais pas envie d'être assistante d'artiste, tu vois. Et je lui avais dit. Et elle a été tellement à l'écoute. Donc c'est à la fois quelqu'un qui est mais en fait, j'aime pas le terme ambition parce qu'il dénote quelque chose d'un peu carriériste et individualiste. Mais en fait, je trouve ça incroyable de voir quelqu'un qui pousse aussi loin Ouais. ce qu'elle peut faire professionnellement, tant artistiquement que au niveau des collectifs qu'elle crée et tout. Et en même temps, quelqu'un qui est d'une humilité, d'une gentillesse et qui a des valeurs hyper fortes. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très inspirant, quoi. Et après, la troisième personne, j'ai eu un peu du mal parce que je voyais plein de... En vrai, je pense toi. Ah ouais, c'est Ouais, gentil. ouais. Merci. Mais bon, c'est un peu J'accepte. facile de répondre ça, mais je trouve Ouais. que tu as une vraie finesse. Et je sais que tu accompagnes beaucoup des femmes dans ce sens-là, en fait, que tu as vraiment cette vision. Ouais, enfin. Bon, Ouais, elle essayait d'avoir du sens et de la flexibilité, hein. C'est un peu notre mot-clé, mais je pense que c'est exactement. important. Ouais. Ouais. Mhm. Mais bon, c'est un peu facile de répondre. Et sinon, il y a vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup, mais qui est américaine, qui s'appelle Hallie Naman et qui a une newsletter géniale que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup et qui s'est lancée en journaliste indépendante et qui a vraiment créé. Super. Et après, j'ai aussi pensé à d'autres nanas. Genre, je me suis dit, pour le côté business, il faudrait que je m'entoure d'une Maud Alaves, tu vois, Ouais. une meuf genre Ouais. ultra ambitieuse, qui se met Ouais. aucune barrière en termes de prix et tout, qui soit un peu une bonne coach sur Ouais. la partie business et très unapologétique sur ses Ouais, prix. j'ai lu une newsletter d'elle il y a pas longtemps où elle disait en fait, moi j'ai une petite énergie et donc je bosse, je sais pas, 4-5 heures par jour max. Et en fait, c'est un non négociable. J'étais là, oh, j'adore. Tu Ouais, vois, on ouais. parlait de se connaître, de temps long, etc. J'ai trouvé ça hyper inspirant. Ouais, Ok, ouais, clairement. j'adore ce board 100% féminin. C'est un peu fouillis sur la Très fin, chouette. mais Non, très cool. Très cool. Où est-ce qu'on peut te suivre, s'inscrire à ta newsletter? vous pouvez me suivre sur Instagram et LinkedIn. Et sinon, si vous tapez Louise Ourcade, donc avec un H, newsletter, vous allez tomber tout de suite sur la newsletter sur Google. Parfait. Je mettrai tout de toute façon dans la description. Louise, un grand merci pour cette super discussion. Merci On Léa. aurait pu prendre un café encore pendant des heures. Donc merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi et je te dis à bientôt. Salut Léa, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Louise Ourcade. J'espère qu'il vous aura permis de déculpabiliser quant à vos envies de changement professionnel et de vous inspirer pour impulser du changement dans votre travail et créer un chemin qui vous ressemble. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify et mettre 5 étoiles et un sympathique commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt!